Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu de chimie organique avec un sujet donc de labo lycée. Donc, il est question du benzoate de méthyle. On vous donne la formule, utilisée en parfumerie, etc. Et donc là, on vous donne une réaction d'estérification, donc entre l'acide benzoïque, le méthanol, pour donner l'ester, donc le benzoate de méthyle, et une molécule D. On vous demande de nommer le groupe caractéristique entouré sur la molécule d'acide benzoïque. Donc, ici, il s'agit d'un groupe carboxyle, et pour rappel, quand une molécule possède un groupe carboxyle, elle va appartenir à la famille des acides carboxyliques. De toute façon, on a bien compris que le nom est de là, hein, acide et OIC. Ensuite, juste au passage, ici le méthanol. Si on vous avait demandé quel était le groupe caractéristique, on aurait entouré le OH, et ça s'agit d'un groupe hydroxyle. Donc si une molécule possède un groupe hydroxyle, elle appartient à la famille des alcools. Et ici, là, vous avez aussi un groupe carboxyle, des fois on appelle ça groupe ester, et donc ça appartient à la famille des esters. On vous demandait de vérifier que la molécule D correspond à la molécule d'eau. Alors pour faire ça, le plus simple, ça va être de compter les atomes à gauche, à droite, et de voir combien est-ce qu'il en manque. Donc on va passer à la formule brute de l'acide benzoïque, du méthanol, du benzoate de méthyle, et du coup pour trouver D. Ça permet au passage de revenir sur les formules topologiques. Donc topologique, c'est comme ici, c'est quand on n'identifie pas les carbones et certains hydrogènes. D'ailleurs là, normalement, comment je dire. Donc on va compter à chaque rupture de pente, enfin rupture de pente, genre ici, 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 etc. On a un carbone. Donc j'allais prendre une petite couleur, hop là. Et à chaque rupture de pente, mince, à chaque fois j'oublie de mettre la bonne largeur, on met un carbone. Un carbone là, un carbone là, là, hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, comme on ne met pas les hydrogènes liés au carbone là, eh bien on va compter le nombre de liaisons qui manquent au carbone pour être stable. Normalement, vous devez savoir qu'un carbone, il a 4 liaisons. Donc ici, lui, il en a 1, 2, 3, il en manque une. Donc il y a un hydrogène là. Lui, c'est pareil. Pareil, hop, pareil, pareil. Lui, par contre, il en avait 1, 2, 3, 4, donc il était bon. Lui, 1, 2, 3, 4, il est bon. Et l'oxygène qui est là, un oxygène, pardon, doit faire 2 liaisons, un oxygène neutre, au passage, qui n'est pas chargé. Et donc là, c'est déjà bon. Donc si on compte nos petits, combien est-ce qu'on a de carbone? Donc le cycle en comporte 6, là j'en ai 7. Combien est-ce que j'ai de H? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'ai de O? J'en ai 2. Donc ça, c'est la formule brute de l'acide benzoïque. Ensuite, pour le méthanol, j'ai un atome de carbone, j'ai 4 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Au passage, pendant que j'y pense, quand vous donnez la formule brute, c'est la règle du CHON, le chon, non, vous voyez en SVT. Donc on fait d'abord le C, puis le H, puis le O, puis le N, et les autres atomes. C'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre-là. Ensuite, ça donne le benzoate de méthyle, donc de la même façon, on va les mettre donc à chaque espèce de petite rupture de pente, là, de petits bâtons, un carbone. Donc là, au bout du petit bâton, c'est pas un hydrogène, c'est un carbone. Carbone, 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 carbone. Youpla! Et ensuite, on compte le nombre d'hydrogènes qu'il faut mettre pour que chaque carbone ait 4 liaisons. Là, il en a une, donc il lui en faut encore 3 pour qu'il soit à 4. Ici, il en avait 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Là, il lui manque un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène et un hydrogène. Ce qui nous fait combien de carbone là-dedans? Donc le cycle en comporte 6, 7, 8. Les H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les oxygènes, il y en a 2. Et la fameuse molécule D. Donc, à gauche, j'ai combien de carbone? J'en avais 7 plus 1, 8. On retourne sur nos pieds, c'est bon. Les hydrogènes, 6 plus 4, 10. Et là, c'est le drame. Je n'en ai que 8. Il faut donc en rajouter 2. Il me manque 2 H. Donc, je les mets comme ça pour l'instant. Ensuite, là, 2 oxygènes, 1 oxygène. Donc, on est sur 3. Et là, il n'y en avait que 2. Donc, il me manque un oxygène. Mais qu'est-ce qui est composé de 2 hydrogènes et d'un oxygène? Dis donc, une molécule d'eau. Donc, hop là, la molécule D était bien une molécule d'eau. Donc ensuite, on vous donnait le mode opératoire, donc avec différentes étapes de synthèse de cet ester. Dans un ballon, introduire 12,2 g d'acide benzoïque, 4 ml de méthanol,
de l'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce chauffés à reflux sous la hotte pendant 1 heure. Donc ça, vous devez savoir que c'est l'étape de la synthèse, hein. C'est comme quand vous faites un gâteau, vous mettez les ingrédients dans le saladier, vous touillez, vous le mettez dans le moule et pouf, au four. Donc ça, c'est l'étape hyper importante d'une synthèse. Et donc, généralement, on va mélanger deux réactifs. Donc là, ils sont là, nos deux réactifs. On peut mettre un solvant, sachant qu'il s'agit d'un chauffage à reflux. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'on voit ballon et ébullition. Donc, il faut savoir légender ou faire, hein, d'ailleurs, le montage à reflux. Il faut connaître son intérêt, hein. Et donc, par exemple, dans le montage à reflux où vous avez un solvant, on va être au reflux du solvant, c'est-à-dire à la température d'ébullition du solvant. Donc, ça permet un petit peu bah, d'avoir la main sur la température de la réaction. Ok. L'acide sulfurique, dès que vous en voyez dans ce type de synthèse, on ne cherche pas, c'est un catalyseur. Mais qu'est-ce qu'un catalyseur? C'est une espèce chimique qui permet d'augmenter la vitesse de la réaction, mais qui n'apparaît ni au niveau des réactifs ni au niveau des produits dans l'équation de la réaction, puisqu'il est consommé puis régénéré. La pierre ponce. Donc à quoi sert la pierre ponce? Ça peut être une question classique aussi. Ça vous sert à réguler l'ébullition. En off, ça veut dire que ça sert à pas avoir des énormes bulles qui éclatent partout. En fait, la pierre ponce est constituée de petits canaux, de petits trous. Et en fait, lors de l'ébullition du solvant ou des réactifs, donc par exemple ici, ce serait le méthanol par exemple, euh, des bulles de gaz de ce composé vont se former et vont prendre l'empreinte en quelque sorte du petit trou des petits canaux de la pierre ponce. Donc, ça va faire des fines bulles, hein, voilà. Ça régule l'ébullition. En plus, la pierre ponce, avec le chauffage, va se mettre dans les mouvements de convection et donc ça va permettre également d'agiter le milieu réactionnel. Voilà, bref. Étape 2. Après refroidissement, versez le contenu du ballon dans une ampoule à décanter. Donc ça, c'est l'étape d'extraction liquide-liquide. Ça va nous servir à séparer soit le réactif, soit le produit. Donc généralement, quand vous faites une synthèse, le produit n'est jamais pur directement. Il va vous rester au moins du solvant, il peut rester un des deux réactifs. Voilà. Donc en fait, après avoir fait votre synthèse, vous faites une étape au moins de séparation. La séparation, ça peut être fait avec une ampoule à décanter. La séparation, si on a aussi un solide, ça peut être fait avec une filtration. Il y a deux types de filtration. Il y a une filtration simple, où vous avez qu'on s'appelle l'entonnoir, un Erlenmeyer en dessous, un papier filtre plissé. Alors c'est un petit peu long, hein, parce qu'on attend que ça coule. Ou la filtration sur Büchner. Donc je vous laisse aller revoir ça, hein. Normalement, ça date de la première. Et donc, quand on filtre sur Büchner, on filtre sous vide. Donc, c'est la même chose qu'une filtration simple, mais ça va vachement vite parce qu'on fait du vide et du coup, le solide, il est plus sec. Et voilà, comme je viens de dire, ça va plus vite. Voilà, donc étape de séparation. Donc, blablabla, on met aux ampoules décantées. On met 50 ml de solution saturée de chlorure de sodium. Donc, quand on fait une ampoule à décanter, soit on va rajouter une solution aqueuse constituée d'eau, ce qui est le cas, hein, de chlorure de sodium. Saturé de chlorure de sodium, c'est de l'eau. Soit on va aller vous dire, on va choisir un solvant parmi une liste avec certaines propriétés. Donc soit c'est la phase aqueuse qu'on rajoute comme ici, soit c'est la phase organique. Lors du choix de la phase organique, je vous laisse revoir vos cours de première. On va regarder si le solvant utilisé est bien non miscible avec l'eau, hein. On va regarder également si le soluté est plus soluble dans ce solvant que dans l'autre. On va regarder également sa dangerosité, son coût. Voilà, je vous laisse aller regarder ça. Donc quand on fait l'emploi décanté, il faut agiter et dégazer régulièrement. Puis après, on le pose sur la potence. Les deux phases se séparent en fonction de leur densité. Évidemment, la phase la plus lourde, de plus grande densité, va être en bas. Donc très généralement, si on vous pose la question de légender l'ampoule à décanter et de placer les différents composés qui se trouvent dans les phases. Étape 3. Ajouter alors à la phase organique 50 ml de solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Alors ça, c'est une petite base, hein, une base faible. Et ça, généralement, on le met quand on a mis de l'acide dans le milieu réactionnel, ce qui était le cas. Donc on avait certes de l'acide benzoïque et on avait aussi de l'acide sulfurique. Vous vous souvenez le catalyseur là? Donc en fait, ça va permettre de neutraliser l'excès d'acide qu'on aurait. Ça forme des petites bulles parce que ça, c'est en couple avec l'acide CO2H2O, donc couple acide base CO2,H2O slash HCO3-. Le HCO3- va réagir avec les traces d'acide, former du dioxyde de carbone. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire super attention quand on manipule l'ampoule à décanter avec ça, parce que ça vous forme du CO2 et en fait, le bouchon, il est vraiment poussé, donc il faut vraiment bien dégazer. Bref, après, on sépare les phases, donc la phase aqueuse d'une part et la phase organique d'autre part. On verra après de quoi elles sont composées.
Sécher la phase organique avec du chlorure de magnésium anhydre, puis filtrer en recueillant le filtrat dans un Erlenmeyer. Donc ça aussi, c'est des étapes de séparation. Alors, c'est quoi le principe? Une fois que vous avez séparé vos deux phases, là, vous avez votre ampoule décantée, on a d'une part la phase aqueuse, qu'on va pas récupérer, et d'autre part la phase organique qui va contenir notre ester. Mais très très souvent, on retrouve des petites traces d'eau dans la phase organique, des petites bulles, enfin des petites bulles, petites gouttes plutôt, hein. Et en fait, un moyen assez simple pour enlever ces petites traces d'eau, ça va être donc dans votre Erlenmeyer dans lequel vous avez recueilli la phase organique, vous mettez une spatule ou deux de chlorure de magnésium anhydre. Donc ça, c'est un composé qui va vraiment capter facilement l'eau. C'est un peu comme votre silica gel, vous savez, les petits sachets là qu'on met dans les manteaux, dans les chaussures et tout là, qui captent l'eau. Donc c'est un petit peu la même chose. Ça va emprisonner les molécules d'eau. Le solide s'hydrate, il devient tout collant en bas de votre Erlenmeyer. Et ensuite, pour séparer votre phase organique sèche de ce solide dont on s'en fiche éperdument, eh bien, on va réaliser une filtration. Voilà. Donc, suite, préciser le rôle de l'acide sulfurique ajouté dans l'étape 1. Alors, on a dit quoi? On a dit que quand on a une réaction d'estérification, donc un acide carboxylique, un alcool qui donne un ester et de l'eau, dès que vous voyez de l'acide sulfurique ajouté en plus, c'est un catalyseur. Donc, le rôle d'un catalyseur, c'est d'augmenter la vitesse de la réaction. En off, un catalyseur n'apparaît pas dans le bilan de la réaction, ni au niveau des réactifs, ni au niveau des produits, parce qu'il est consommé puis régénéré. Au passage, pour réviser, il y a différents types de catalyse. Donc la catalyse homogène, là ça en serait parce que ça serait soluble dans le milieu. La catalyse hétérogène, si on avait mis par exemple un fil de platine dedans, un métal, ça arrive souvent ça aussi. Ou enzymatique, si on avait rajouté, je sais pas, un petit bout de radis ou ce que vous voulez, un petit bout de foie, un truc de l'SVT quoi. Identifiez parmi les montages présentés en dessous ici, celui qui correspond à l'étape 1 du protocole. Donc dans l'étape 1, on vous disait qu'on a mis les réactifs dans un ballon. Donc déjà, celui-là, il dégage. Même si ça pouvait être un montage à reflux, celui-là, d'accord? C'est un petit peu le montage à reflux du pauvre qu'on fait au collège. Ensuite, il nous reste ces deux montages-là. Et ça, vous êtes censé savoir que c'est un montage qui permet de faire une distillation, hein. Donc, quand on met le mélange homogène à séparer, parce que le but d'une distillation, c'est de séparer deux espèces chimiques miscibles, mais qui ont des températures d'ébullition différentes. Donc là, les vapeurs montent. Donc le premier, de température d'ébullition la plus faible, monte, touche entre guillemets le thermomètre. D'ailleurs, là, on peut aller lire la température des vapeurs et bien identifier le composé qui passe en premier. Puis ça passe dans le réfrigérant. L'eau rentre par le bas et sort par le haut, donc ça condense les vapeurs qui tombent ici dans l'éprouvette graduée. Donc on a le premier qui passe de température d'ébullition la plus faible, puis si on enlevait l'ampoule, l'éprouvette graduée, le deuxième passerait, bon ce qui a peu d'intérêt parce qu'autant prendre juste ce qui reste éventuellement. Bref, donc c'est pas celui-là. Et donc le montage au chauffage à reflux, c'est celui-ci. Tenez un des intérêts du montage de chauffage à reflux. Alors, ça permet, comme son nom l'indique, de chauffer. Et ça sert à quoi de chauffer? Bah, ça sert à augmenter la vitesse de la réaction. Pourquoi? Parce que dans le chapitre sur la cinétique, on a vu que la température est un facteur cinétique. Ok? Donc, quand j'aurai mis là, mes réactifs là-dedans, ma pierre ponce et tout, tralala, et mon catalyseur, je vais mettre à chauffer. Donc ce truc-là, là, c'est le chauffe-ballon. Ok? Ça, c'est le ballon. Ça, c'est le support élévateur, ça, c'est le réfrigérant à boule avec l'eau qui rentre par le bas et qui sort par le haut. Bref, donc quand j'ai mis ça en route, ça va chauffer le mélange, et en chauffant le mélange, on va augmenter la vitesse de la réaction. Okay, c'est un facteur cinétique. Alors, au passage, si on vous disait euh, de donner le but, l'intérêt, enfin tout sur le montage à reflux. C'est quoi aussi, enfin pourquoi est-ce qu'on met un réfrigérant en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste pris un bécher qu'on met sur une plaque? Eh bien, en fait, en chauffant, vous avez des vapeurs qui vont se former. Donc si vos produits sont dangereux, ce qu'on va voir d'ailleurs, que le méthanol, l'acide benzoïque, c'est pas gentil gentil, eh bien ça risque de passer dans l'atmosphère et vous, bah, vous allez le respirer. Ça va pas être bien. Donc en fait, ça permet d'augmenter la vitesse de la réaction par chauffage, mais de piéger les vapeurs au niveau là, du réfrigérant à boule. Donc les parois ici sont refroidies par l'entrée d'eau froide, hein, qui ressort là-haut un peu plus chaude. Donc c'est alimenté en permanence en eau froide. Donc s'il y a condensation sur ces parois et ça retombe. Et le mot reflux, ça vient de ça. Le reflux, c'est le fait de passer à l'état gaz, d'aller se condenser, plouf, et de retomber. Donc ça fait une espèce de cycle. Voilà. Donc augmente la vitesse de la réaction tout en maintenant les réactifs et les produits à l'intérieur ici parce qu'on les condense grâce au réfrigérant à boule.
Et donc là, on voit, je vous disais que c'était dangereux, donc l'acide benzoïque dans le tableau qui vous donne, on voit que c'est corrosif, que c'est CMR, donc cancérigène, pardon, mutagène et reprotoxique, et le méthanol, donc inflammable, toxique et CMR également, hein. Donc